Pierre-Marie parlait tout à l'heure de déménagement. Frédéric, comment on fait? On déménage vers où? Comment on décide de changer de domicile et pour aller où? Parce qu'on ne veut surtout pas aller en EHPAD. Je voulais rebondir juste également sur l'agisme, et puis je viendrai sur le déménagement. Mais je pense qu'on est sur une question de fond. Vous voyez, même dans le monde professionnel, on est senior à partir de 45 ans. Vous voyez qu'après 55 ans, on n'est plus utile, on ne sait plus rien faire. Alors je ne vous parle pas des gens qui en ont 80. Donc on a effectivement une vision du monde en France, parce qu'on pourra parler de l'étranger, hein, une vision du monde en France sur l'agisme et le senior qui est catastrophique. Alors, quand on interroge une personne âgée, nous on l'a fait, ce qui est important, c'est de partir du souhait de la personne âgée. C'est ce que je disais tout à l'heure. On fait beaucoup de choses autour de l'aidant pour se rassurer soi-même par rapport à, vous savez, à la personne qu'on aide. Alors, je suis tranquille, je vais avoir des alertes, etc. pour mon grand-père, ma grand-mère, etc. Mais ce qui est très important, c'est qu'une personne âgée, comme on le dit, elle a une vie, elle veut continuer sa vie, elle veut être libre de ses choix. Elle veut préserver ses possibilités aussi d'autodétermination. Et je pense que c'est extrêmement important d'y répondre. Alors, nous effectivement, une des positions, c'est de leur dire, alors, si on regarde les statistiques d'ailleurs, 6% d'ailleurs des logements actuels ne sont pas adaptés. Sont adaptés, pardon, 6% simplement des logements, ce qui fait que c'est très très peu. Donc on s'acharne également à vouloir peut-être adapter le propre logement, qui parfois est compliqué. Tu parlais d'une personne âgée au 3e étage, bon, même si vous mettez des capteurs partout, vous adaptez le logement, ça ne suffira pas. Hein. Donc moi je pense, et j'en suis convaincu, c'est comment recréer un lien social, comment les personnes âgées peuvent vivre en communauté, et je pense que c'est recréer des lieux de vie adaptés pour le senior. Et adapté dans l'agora, dans la ville. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui existent. Et moi je pense qu'en plus on peut regarder, mais on le voit, ça a des effets très positifs. Moi je pense que, par exemple, la nouvelle loi Elan, que je trouve très bonne, hein, sur les habitats inclusifs, qui répond aussi à une problématique, parce qu'on oublie souvent, hein, très souvent d'ailleurs, hein, les personnes âgées en situation de handicap. Hein. Atteinte d'Alzheimer, mongolisme, etc. Parce qu'on parle des personnes âgées, etc. Mais dans les personnes âgées, il y a beaucoup de gens qui sont en situation de handicap, dont l'aidant est mort d'ailleurs. Hein. Donc je pense que c'est extrêmement important, effectivement, d'accompagner ces personnes âgées en situation de handicap. Alors, pour moi, une des solutions, c'est les lieux de vie adaptés. Si je prends la loi Elan, parce que je la cite actuellement, des habitats inclusifs, nous, par exemple, on finance une maison spécialisé justement pour des personnes atteintes d'Alzheimer, c'est les systèmes de colocation, hein, où les gens se retrouvent, ils ont leur chez-soi, c'est très important. La personne âgée a envie d'avoir son chez-soi, très important. Son meuble, hein, ses affaires, etc., ses photos, etc. Donc avoir son chez-soi. Et donc, vivre en colocation, pouvoir participer à une vie collective entre les colocataires, faire venir le soin, non pas aller déplacer les personnes âgées pour aller voir le médecin, mais que le soin vienne à l'endroit où sont les personnes âgées. Voilà, ça, à mon avis, ce sont des solutions intéressantes. Et donc, on finance, par exemple, ce que je disais, ce qu'on appelle la maison des sages, qui permet de faire ça. C'est-à-dire qu'on a en fait de l'aide à domicile à demeure. Vous avez des beaux espaces verts autour, où les gens peuvent faire des activités derrière. Vous avez des ateliers qui sont organisés. Vous avez la possibilité de faire venir effectivement des infirmières, un médecin, etc. Et puis surtout, les gens vivent en communauté, vivent aux cartes ensemble, vont discuter ensemble, etc. Vous savez, la loi parle de proches aidants. Pas pour rien. Parce que justement, une personne âgée à côté de soi, ça peut être un proche aidant pour moi-même. Donc c'est extrêmement important, ce lien humain, ce lien social. On parle que de conséquences. Pour moi, la cause, c'est qu'on a perdu, effectivement, où on ne crée plus les conditions de lien social. Je ne parle pas de l'état psychologique de la personne, hein, mais c'est fortement important. 50% des personnes de plus de 80 ans vivent seules, donc forcément, vous avez des risques liés aux chutes, etc. Mais quand vous les interrogez, une grande partie d'entre elles, ce qu'elles souhaitent, c'est effectivement conserver son mode de vie, mais dans la ville, avec des amis, avec des personnes âgées, de leur âge, etc. Donc je pense que les dispositifs qui sont menés par la GICLARCO, par exemple, pour sortir plus des personnes qui ont plus de 75 ans, faire les courses avec elles, les accompagner, etc., c'est une présence. On l'a vu d'ailleurs dans les films. Il n'y a pas meilleur médicament. Ça prolonge la vie.
Hein. Voilà, il y a beaucoup d'initiatives. Alors je parlais des habitats inclusifs, mais aussi des habitats participatifs. Des gens qui décident d'eux-mêmes, hein, en créant une structure de type coopérative où chacun a une part et rembourse un petit peu les emprunts sur un immeuble. Des gens qui décident eux-mêmes de vivre ensemble. Il y a des dispositifs, la loi Allure par exemple le permettait. Bon voilà, et on voit qu'au bout du compte, ça marche. Hein. Je ne vous parle pas des solutions qui ont été montées anciennement par la Hollande, la Belgique, etc., sur le béguinage, etc. On voit bien que ça marche. Mais le communautaire, l'entraide, la vie en communauté, comme je le disais, entre les gens, ce lien social que l'on crée, qu'il faut conserver, je pense que c'est une vraie solution. Alors maintenant, comment on explique aux personnes âgées qu'il faut déménager parce que le logement n'est pas adapté, etc., et qu'il faut qu'elles vivent en communauté, c'est pas facile. Mais je pense que ce qu'il faut effectivement mettre en avant, c'est qu'elles auront la possibilité, eh bien justement, d'avoir leur chez-soi, la possibilité d'avoir une vie dans la société ou dans la communauté, etc. Voilà, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et alors, c'est effectivement pas facile, parce qu'une personne âgée, en plus on est âgé, plus on a du mal à aimer le changement. Alors, on ne parle pas du digital, hein, parce que moi, quand je parle à ma grand-mère, quand on a près de 90 ans, je lui montre mon téléphone, elle ne sait même pas ce que c'est. Alors, je ne lui explique pas, si je lui donne, vous savez, ce qu'on essaye de mettre en place, des tablettes digitales pour m'appeler, pour m'envoyer des photos, pour échanger, etc., n'importe quoi, ça ne marche pas. Hein. Voilà. Par contre, quand moi je viens souvent, et que je suis en présence de ma grand-mère, et qu'on sort et qu'on fait des choses, je veux dire, elle est heureuse, elle a le sourire là, je suis sûr que je vais prolonger la vie. Alors, lien social, lieu de vie, participation. Guénaëlle. Vous parliez d'habitat inclusif, ça fait maintenant presque 20 ans que certains groupements gestionnaires mutualistes ont développé, alors ce que nous on appelait jusqu'à la loi Elan des logements intermédiaires, qui sont justement des petits logements regroupés, enfin des logements regroupés de 12 à 20 logements, et on avait interrogé, on en a 70 à peu près en mutualité de ces regroupements-là, et on avait interrogé les locataires, parce qu'ils sont locataires de leur appartement, pour savoir qu'est-ce qui les avait fait venir vivre dans ces logements intermédiaires. Et la première chose, c'était effectivement le lien social et le sentiment de sécurité, d'être entouré, l'entourage, même si c'est par d'autres locataires, mais d'être vraiment dans cette perspective-là. Et l'autre point, c'était de savoir que, au travers de ce nouvel habitat, il était possible d'envisager, en cas de pépin de santé, en cas d'hospitalisation, en cas d'arrivée de la dépendance ou de la perte d'autonomie, parce que quand même, ces personnes envisagent la suite, de trouver des formes de réponse. Et donc ça nous invite aussi à réfléchir à une façon de travailler à des parcours et à des offres, on va dire, d'habitat diversifiés qui soient proposées tout au long de la vie, si la personne le souhaite. Puis le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est les éléments qui font que on se sent chez soi. Quels sont les déterminants du vivre chez soi? Parce qu'on entend beaucoup parler de domicile, d'habitat inclusif, de résidence autonomie. Mais juste rappelons-nous que quelqu'un qui vit en établissement et en EHPAD, elle est aussi chez elle. Et donc, comment on organise les établissements et services pour que ces déterminants, alors qu'on appelle aujourd'hui de l'approche domiciliaire, soient réellement mis en place dans l'ensemble des établissements. Enfin, je pense à la liberté d'aller et venir, je l'évoquais tout à l'heure. Je pense également à la question de la vie affective et de la sexualité, vous l'avez évoqué, mais aussi la question des horaires de repas et de la façon dont je prends mes repas, les horaires d'ouverture des établissements et la possibilité tout au long de la nuit, par exemple, ou du jour, de recevoir des gens chez soi, même quand on vit en établissement. C'est vraiment, je pense, des éléments clés qui doivent constituer une base de réflexion permanente pour les professionnels et les pouvoirs publics qui organisent aujourd'hui la politique du grand âge. Vincent ? Je voulais juste dire en 30 secondes, rebondir sur ce qui avait été dit là, sur le fait que les nouvelles technologies ne sont pas forcément adaptées et que c'est le lien humain avant tout qui devrait être développé. Alors c'est vrai, enfin moi aussi j'en suis convaincu, notamment avec les
des expériences qu'on a eues où on demande finalement l'avis à la personne qui va être l'utilisateur en tant qu'expert, ce qu'elle en pense. Et c'est là qu'on a finalement la meilleure interaction. Ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il y avait, à mon avis, un mauvais design, un mauvais usage des nouvelles technologies à un moment donné, où on s'est dit, on va utiliser les nouvelles technologies pour remplacer l'enfant parce qu'il est parti travailler loin, et du coup, ça va être finalement un substitut qui va permettre de suivre et d'aider cette personne-là. Alors qu'en fait, finalement, ces objets-là, on pourrait aussi les designer pour renforcer ce lien humain. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément incompatible, nouvelles technologies et renforcement du lien humain. On le voit avec Rando Senior ce matin qui était présenté, c'est qu'il y a une appli qui permet de rapprocher des gens pour qu'ils puissent passer un moment ensemble et puis avoir une interaction humaine, quoi. Et il faut un peu sortir aussi, je pense, de la caricature, de se dire si c'est une nouvelle technologie, c'est forcément du Skype et du coup ça va être une relation à distance qui ne va pas convenir, mais on peut aussi arriver à d'autres finalités. Oui,